Bien, écoutez, on va introduire le prochain conférencier. Le prochain conférencier, c'est Charles Delacour, et qui nous vient d'Amiens, et qui est un spécialiste, je dirais, qui a commencé sa formation sur être un spécialiste de la chimie de synthèse des matériaux. Ensuite, il est parti à Berkeley pour directement apprendre la théorie, travailler avec le professeur Newman, qui est bien connu dans le domaine. Et Charles, aujourd'hui, étudie réellement les phénomènes des interfaces et surtout les moyens dans lesquels on peut comprendre les interfaces, je dirais, dans un moyen ou dans une façon que le public peut comprendre. D'où il va nous expliquer un peu ce qu'il fait et comment on peut les prospecter les interfaces. Merci Jean-Marie pour cette introduction et puis merci également de pouvoir me donner l'opportunité de présenter un séminaire au Collège de France, cette si prestigieuse institution. Merci à vous pour venir m'écouter. Donc, je vais vous parler aujourd'hui en fait, de la réactivité aux interfaces électrochimiques, comme l'a introduit Jean-Marie juste avant, pour des électrodes qui concernent le stockage et la conversion d'énergie. Alors, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur des méthodes électrochimiques. Il n'y aura pas du tout de caractérisation spectroscopique ou d'autres types qui sont également très utilisés pour les caractérisations d'interface. Ici, je vais vraiment me focaliser sur l'électrochimie. En 1 heure, on aura déjà pas mal de choses à raconter. Et je vais prendre des exemples au travers de recherches passées que j'ai effectuées. Donc ce sera un peu plus un séminaire orienté recherche qu'un séminaire, on va dire, de review ou de revue de différents systèmes étudiés par d'autres personnes. Mais ça va toucher 2 principaux aspects que sont le stockage et la conversion d'énergie. Alors, quand j'entends stockage, ce sera principalement stocker de l'énergie électrique en énergie chimique dans des systèmes qu'on appelle rechargeables, donc essentiellement ce qu'on appelle des batteries ou des accumulateurs. Et puis également, ce qui va être plutôt dénommé par conversion, ce sera le stockage d'énergie chimique, cette fois dans des systèmes ouverts, comme par exemple l'électrolyseur ou une batterie à circulation. Alors on retrouve le mot batterie dedans, mais pour moi c'est du stockage également, mais qui s'apparente quand même un petit peu à la conversion dans le sens où le système est ouvert. Bon. Sans rentrer plus dans le détail, si on va un petit peu regarder ce qui se passe dans ces systèmes que sont les systèmes de stockage et de conversion, alors c'est des choses que Jean-Marie a dû vous expliquer dans le grand détail dans les cours précédents. On va avoir ici, dans le cas du stockage, et notamment pour le cas des batteries au lithium, lithium-ion, en fait, des matériaux qui ont la faculté d'insérer et de désinsérer du lithium suivant qu'on les charge ou qu'on les décharge, donc d'accord, suivant qu'on les oxyde ou qu'on les réduit. Donc notamment ici, pour le matériau d'électrode négative, celui qui est à bas potentiel, on va pouvoir insérer du lithium lorsqu'on va charger l'accumulateur. Ce lithium va être inséré de manière concomitante, c'est-à-dire qu'on va avoir un électron qui va être accepté du circuit extérieur et un ion lithium de l'électrolyte. Et puis, en même temps, bien sûr, par conservation de la neutralité, on va extraire un ion lithium du matériau d'électrode positive et puis relarguer un électron dans le circuit extérieur. Pour le système de conversion d'énergie, vous voyez qu'on va retrouver des similitudes avec les systèmes de stockage. Là, ici, je vous ai mis comme exemple conceptuel, on le verra plus par la suite, un électrolyseur, par exemple, pour réduire le dioxyde de carbone en composés d'intérêt, comme par exemple le monoxyde de carbone. Et là, la seule différence majeure, si ce n'est que on va pas travailler avec les mêmes matériaux, on ne va pas travailler avec du lithium, la différence principale, c'est que le système est maintenant ouvert, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone va être fourni au compartiment cathodique, là où va se trouver la réduction, par en fait des canaux de conduction qui vont amener le gaz. Ce gaz va ensuite pouvoir être réduit à cette électrode pour former le CO. Vous voyez qu'en plus, on a une formation d'eau. Si on regarde la réaction qu'on verra tout à l'heure, on est obligé en même temps d'accommoder des protons pour former en même temps cette eau. Et puis de l'autre côté, on va oxyder l'eau en oxygène dans le compartiment anodique.
cet oxygène va être évacué par un même système de canaux que pour le côté anodique. Et puis bien sûr, on a également un système qui va conduire les ions au milieu. Alors ici, ce sont des protons qui vont être conduits par exemple dans une membrane polymère, très similaire à qui a des similarités avec ce que Jean-Marie vous a expliqué tout à l'heure pour les systèmes à base de POE par exemple. Et donc c'est principalement la différence qu'on a avec le système de stockage. Alors pourquoi je vous mets ces deux choses-là en parallèle aujourd'hui? C'est parce que je vais essayer de présenter en fait ce qu'on peut faire sur les interfaces à travers deux exemples que sont les systèmes de stockage et les systèmes de conversion. Alors, quand on parle interface et réactivité aux interfaces, on va parler de cinétique électrochimique. Et en général, eh bien, on va se référer à des lois cinétiques, des lois mathématiques. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous balancer des équations au travers de cette présentation à tous les transparents, mais j'aimerais introduire cette équation-ci, qui est l'équation dite de Butler-Volmer, qui a été en fait effectivement développée pour traiter les cinétiques des systèmes électrochimiques. Alors si on décompose un petit peu plus en détail, ce que je ne ferai pas ici, cette équation de Butler-Volmer, on peut revenir à des équations de cinétique élémentaire très très proches de ce qu'on pourrait écrire pour une réaction chimique. Sauf qu'ici, eh bien, c'est dédié à une réaction qui va échanger des électrons. Donc, par exemple, un oxydant qui va réagir avec n électrons pour donner une espèce réduite. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près les différents termes, on a une série de pré-termes ici, où en fait on a d'abord le terme AL ici, qui désigne en fait une propriété géométrique de l'électrode qu'on va considérer. C'est notamment l'aire d'interface entre la phase qui va amener les électrons et la phase qui va amener les ions. Typiquement entre le métal d'une électrode, par exemple, et puis l'électrolyte. Et cette aire d'interface, elle est exprimée par aire géométrique de l'électrode qu'on considère. Donc là, vous voyez que d'emblée, on considère une électrode en volume, qu'on appelle également électrode poreuse, et on verra pourquoi on considère souvent ces électrodes-là pour des systèmes de stockage ou de conversion dédiés à des applications commerciales. Les termes qui suivent, donc on a le nombre d'électrons échangés dans la réaction électrochimique ici, la constante de Faraday. Ici, on a une constante de vitesse de réaction. Alors là, c'est très similaire à ce qu'on a pour des cinétiques chimiques classiques, sauf que cette constante de vitesse ici va dépendre et de la température, comme dans le cas chimique classique, mais également des propriétés de l'électrode, donc la phase conductrice d'électrons, et de l'électrolyte, la phase conductrice d'ions, puisqu'on est dans le cas d'une réaction hétérogène qui se passe à l'interface entre les deux. Ensuite, on a des termes de concentration qui sont relatifs aux espèces qui réagissent, oxydants et réducteurs. Vous voyez qu'ils sont à la puissance d'un terme de symétrie qu'on appelle le coefficient de transfert de charge ici. Je ne vais pas en dire beaucoup ici, ce n'est pas un cours théorique sur la cinétique électrochimique, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais il faut savoir que ces termes de concentration ici sont bien relatifs aux concentrations locales, c'est-à-dire les concentrations à l'interface où la réaction a lieu. Et donc, si on réfléchit un tout petit peu plus loin là-dessus, eh bien, on va voir que ces concentrations ne seront pas forcément les mêmes au niveau local à l'interface où la réaction a lieu par rapport à leur valeur très loin de cette interface, notamment, on pourrait dire, dans le reste de l'électrolyte ou d'ailleurs dans le reste de la phase solide, si par exemple on considère un matériau qu'un du lithium. Ce qui fait que si on veut introduire des relations ou des notions de transport de matière, par diffusion ou du coup par des concepts dont Jean-Marie a parlé précédemment, eh bien, on va pouvoir introduire ces concepts de transport de masse ou de matière ici à ce niveau-là via ces concentrations. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans les deux termes exponentiels ici, on a un terme exponentiel qu'on va appeler le terme anodique et puis un terme exponentiel avec un signe moins devant qu'on va appeler le terme cathodique. Donc ça va être les termes en fait, qui vont traduire la vitesse d'oxydation de la forme réduite et ici la vitesse de réduction de la forme oxydée. Il y a un terme important dans ces termes exponentiels, c'est ce qu'on appelle la surtension ou le surpotentiel de surface. C'est en fait exprimé par la différence entre les potentiels électriques entre le métal, ou la phase qui conduit les électrons, et la solution, ou l'électrolyte, c'est-à-dire la phase qui conduit les ions. On a en effet une discontinuité de ce potentiel à l'interface, entre ces deux phases,
Mais si on zoome un petit peu plus près et qu'on va jusqu'à une échelle où on est près de l'échelle de la double couche électrique, hein, que vous avez également décrite Jean-Marie, eh bien, on voit que ce n'est pas vraiment une discontinuité. On a une très forte variation du potentiel dans cette zone, mais il reste continu. Mais cette différence de potentiel, d'un point de vue un peu plus macroscopique, va être vraiment importante puisque c'est l'écart de cette différence de potentiel par rapport à l'équilibre, à la situation où il n'y a pas du tout de courant qui circule, donc où la réaction ne se produit pas, qui va vraiment décrire une force motrice pour que la réaction ait lieu. Je m'explique, plus cette différence de potentiel, donc plus cette surtension ou surpotentiel va être grand, et plus le courant pour que cette réaction se produise va être élevé. Et c'est vrai dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire si on est vers des surpotentiels positifs, on va aller vers le sens de l'oxydation. Si on est dans le sens négatif, on ira vers le sens de la réduction. Voilà, donc c'est un petit peu au travers de cette relation qu'on peut comprendre les différents enjeux ici quand on va regarder ce qui se passe au niveau d'une interface et notamment une réaction électrochimique qui s'y trouve. Eh bien, on va essayer de travailler, en fait, si on veut maximiser la cinétique de cette réaction, on va essayer de travailler et sur la partie géométrique ici, c'est-à-dire l'air entre les deux phases, la phase conductrice d'électrons et conductrice d'ions. On va travailler également sur la constante de vitesse, qui est, comme je vous ai dit, intrinsèque et qui dépend des propriétés intrinsèques de ces deux phases également, et puis de la température. Et puis, on va après forcément avoir aussi le curseur, un degré de liberté sur comment on va pouvoir écarter notre système de l'équilibre pour produire un courant. Donc après, ça, c'est plus sur des conditions opératoires. Attendez, il y a un petit problème de... Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu mon propos, notamment sur la constante de vitesse, le K0 que j'ai introduit précédemment, eh bien, effectivement, si on se focalise par exemple sur un exemple qui est la réduction de l'oxygène pour former de l'eau, eh bien, cette réaction, si on l'étudie sur différentes électrodes métalliques, eh bien, on va voir que l'activité, alors là ici c'est un petit peu abstrait peut-être, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une notion très précise de ça, mais l'activité de la réaction, donc en l'occurrence la valeur de la constante K0, eh ben, elle va être beaucoup plus élevée sur les métaux qui sont ici, donc notamment le platine qui est au sommet de ce volcan. En fait, on appelle ça une courbe de Volcano ou un plot de Volcano. Et en fait, typiquement, ben, ça va être relié, on peut après essayer de le relier à des propriétés intrinsèques du métal, notamment par exemple ben, la force de liaison des oxygènes à la surface du métal. Et typiquement, ben, si on essaye de corréler donc, ces propriétés macroscopiques pour la réaction électrochimique qu'on considère ici à des propriétés beaucoup plus intrinsèques du métal, eh bien, on va voir qu'on peut obtenir effectivement des corrélations de ce type qui sont très intéressantes pour l'électrochimiste qui veut après aller vers des applications. Donc typiquement, si on veut avoir une électrode efficace pour réduire l'oxygène, typiquement c'est ce qui se passe dans une pile à combustible, eh bien, on va plutôt s'orienter vers ce type de catalyseur. Malheureusement, c'est aussi ceux qui sont les plus chers, donc il y a des contraintes à ce niveau-là. Et puis vous vous doutez bien que du coup, c'est là où on aura, pour un courant donné, pour un courant de fonctionnement donné de la pile à combustible, eh bien effectivement, c'est là où on aura les surtensions les plus faibles. Et donc surtension plus faible veut dire efficacité énergétique la plus élevée, c'est-à-dire qu'on ne perd pas, on perd beaucoup moins d'énergie sous forme de chaleur qu'on ne perdrait avec ce type de catalyseurs ici qui sont en bas du plot de Volcano. Ça, c'est juste pour donner un exemple sur justement l'orientation qu'on peut donner sur le terme K0, qui est la constante de vitesse qui rentre dans l'équation de Butler-Volmer. Le deuxième point que je voudrais illustrer sur l'équation de Butler-Volmer, ben, c'est le fameux terme AL que j'ai présenté, qui était juste au début en fait, de l'expression, qui est, comme je le rappelle, l'aire d'interface entre les deux phases conductrices d'électrons et d'ions par unité d'aire géométrique en fait, de l'électrode qu'on considère. Donc si on considère une électrode plane, eh ben, ce terme ce sera simplement 1, puisque la surface géométrique égale à la surface réelle de l'électrode. On va essayer de s'écarter de ça, et un moyen qui est très simple pour s'écarter de ça, ben, c'est d'avoir un matériau divisé, de telle sorte que l'air entre le solide et le liquide, par exemple, soit maximisé.
Donc si on prend par exemple un modèle très simple basé sur des particules sphériques qui ne s'agglomèrent pas, des particules sphériques bien individuelles, on se retrouve avec une expression de AL qui est égale à 3 epsilon L sur R, epsilon étant la fraction volumique par exemple du catalyseur qu'on va introduire dans notre électrode, L étant l'épaisseur de l'électrode, et puis R étant le rayon des particules en fait, de catalyseur. Alors vous voyez que si on fait des petits calculs, hein, c'est la même équation mais un peu remodelée avec d'autres données d'entrée. Pour 1 mg par centimètre carré de particules de platine de 2 nanomètres, c'est en général l'ordre de grandeur qu'on utilise dans une pile à combustible, vous vous retrouvez avec un facteur AL qui est bien sans unité puisque c'est un rapport d'air qui est de 1400. Donc vous voyez tout de suite on peut augmenter significativement l'air électrochimique, l'air d'interface qui va nous intéresser. Alors, pour un catalyseur comme le platine, forcément, le epsilon ici, la fraction volumique de matériaux qu'on va introduire, on va essayer de la minimiser. Donc on va vraiment jouer sur à diminuer le rayon au maximum de manière à augmenter ce terme AL. Dans les batteries, on est un petit peu moins extrême. Parce qu'en général, on veut également augmenter la fraction volumique de matière active, puisque cette matière active va stocker du lithium. Plus on va stocker de lithium, plus on va avoir une capacité élevée de stockage. Donc on va plutôt essayer de jouer sur le terme R, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer le rayon pour justement augmenter l'air d'interface. Mais ça a également ses limites, parce que vous verrez que plus on augmente le rayon, et plus on va également être sujet à tous les phénomènes secondaires, les réactions secondaires, celles qu'on ne veut pas forcément, qui vont avoir lieu également à ces interfaces. Donc on va se retrouver dans des compromis. Et là, après, ça va vraiment dépendre de la technologie qu'on va regarder. Le choix de ce rayon va également avoir une importance. Et ça va souvent résulter d'un compromis. Donc, pour arriver un petit peu sur ce qui pourrait être un genre de plan de l'exposé d'aujourd'hui, je vais vous présenter principalement 2 exemples, et notamment en mettant l'accent sur ces réactions parallèles que je viens d'introduire au préalable, pour deux cas d'études en fait, auxquels j'ai été confronté moi-même dans ma recherche, à savoir l'électrolyse du dioxyde de carbone, donc pour ce premier exemple, et puis la cellule lithium-ion pour le deuxième exemple, et notamment avec un focus sur l'interface solide-électrolyte, que Jean-Marie vous a déjà présenté avec pas mal de détails. Alors pour introduire le sujet d'abord sur l'électrolyse du dioxyde de carbone, c'est quelque chose qui a été étudié par le passé, alors ça marche un peu par vague, c'est-à-dire qu'il y a un gain d'intérêt au niveau recherche sur ces systèmes, et puis après ça retombe un peu, ça revient. En ce moment on pourrait dire que c'est plutôt up, c'est-à-dire que ça intéresse pas mal les gens. Il y a 10 ans, j'ai travaillé dessus il y a à peu près 10 ans, c'était plutôt down, c'était un peu le regain commençait seulement. Et puis dans les années 80, il y a des travaux par exemple par Christian Amator ici à Paris qui ont été faits sur la réduction du dioxyde de carbone dans des solvants non aqueux qui sont superbes et qui m'ont également inspiré pour mon cas d'étude à moi. Donc l'idée de l'électrolyse du dioxyde de carbone, on en parlera un peu plus dans le détail après, mais c'était de travailler sur des solvants aqueux. Donc si on travaille avec un système aqueux, on voit tout de suite d'emblée qu'on va forcément, encore une fois, comme pour les water in salt dans le cours précédent, buter sur une réaction possible de réduction de l'eau à la place de la réduction du dioxyde de carbone. D'accord ? Donc tout le jeu de ce que je vais raconter, ça va être de pouvoir étudier en détail comment ces deux réactions vont se répartir, et puis essayer finalement ensuite de trouver des conditions qui permettent de minimiser la réduction de l'eau et plutôt de maximiser la réduction du dioxyde de carbone. Donc vous voyez qu'ici j'ai écrit une réaction possible qui en fait met en jeu la formation de monoxyde de carbone comme produit de réaction. Alors peut-être que ça ne vous paraît pas super friendly ou super utile de faire du monoxyde de carbone, mais effectivement ça peut être une matière première relativement intéressante pour combiner ensuite à de l'hydrogène et faire par exemple du méthanol ou alors même du diesel par des procédés Fischer-Tropsch, etc. Donc il y a énormément d'applications où le mélange de départ gazeux qu'on peut considérer, c'est du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis pour la deuxième partie,
eh bien, je vais notamment vous parler d'un cas où également on est confronté à des réactions secondaires qui vont nous ennuyer. Alors, qui vont nous ennuyer d'une certaine mesure, hein, ça va nous ennuyer, mais en même temps ça permet à la batterie lithium-ion d'exister. C'est cette fameuse réaction de décomposition du solvant, ici, qui est un solvant non aqueux, hein, qui a été présenté en détail par Jean-Marie, qui est ici par exemple le carbonate d'éthylène, pour former en fait, eh bien, des produits de réduction qui vont s'accumuler en fait à l'électrode qui travaille à bas potentiel, c'est-à-dire l'électrode négative de la batterie lithium-ion. Conventionnellement, c'est le graphite qui est utilisé. Et en fait, eh bien, l'accumulation de ces produits de décomposition, ici j'ai donné l'exemple du carbonate de lithium, mais il y a pléthore de produits qui ont été identifiés à cette électrode. Vous voyez qu'ici, c'est un schéma un peu initial qui a quelques années qui a été repris, où on voit qu'il y a des composés organiques, des composés comme le carbonate de lithium. Il y a également des composés qui finalement sont issus de la décomposition du sel d'électrolyte, donc c'est relativement compliqué. Et justement, l'idée qu'on a eue dans notre projet de recherche, c'était de ne pas se focaliser sur l'identification précise de ces produits. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a une accumulation de ces produits solides. Et là, encore une fois, l'idée, ça va être de comprendre ce qui se passe, de pouvoir quantifier également combien il y en a, et puis également de pouvoir étudier la propriété de cette couche qui permet finalement de bloquer à court terme la réaction qui lui a donné naissance. Parce qu'en fait, cette réaction de formation de la SEI, elle a en fait, c'est pour ça que la batterie au lithium existe, elle va très rapidement en fait ne plus permettre aux électrons qui viennent de la phase solide, notamment le graphite ici, d'aller vers l'électrolyte et plus permettre au solvant de pouvoir traverser pour aller réagir avec les électrons de la phase solide ici. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut comprendre ici. Et puis à partir d'expériences simples, on voudrait pouvoir la caractériser, notamment est-ce qu'elle est complètement idéale et qu'elle bloque complètement et les électrons et le solvant, ou est-ce qu'il y a certains défauts qui font que ce n'est pas complètement efficace à 100%. Et dans ce cas-là, on voudrait pouvoir caractériser précisément et de manière quantitative pourquoi ce n'est pas efficace et qu'est-ce qu'on peut mesurer pour caractériser ça. Donc laissez-moi commencer par le premier volet ici sur l'électrolyse du dioxyde de carbone. Alors, ici je vous montre une cellule électrochimique qu'on a utilisée pour caractériser tout ça. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous nous avez montré au début sur la photo à droite où je suis passé assez vite. Ça ne ressemble pas vraiment à un électrolyseur industriel. En effet, l'idée, c'était de simplifier notre système de départ, de travailler avec ce qu'on appelle, nous, une expérience modèle, où en fait, on s'éloignerait de toutes les complexités du système commercial pour pouvoir aller se focaliser sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la cinétique de réduction du dioxyde de carbone et de l'eau à l'interface entre le solide et l'électrolyte. Donc l'idée, c'était vraiment de se mettre dans des conditions où on contrôle tout, on contrôle bien les concentrations, notamment la concentration de dioxyde de carbone dissous, vous voyez qu'il y a un petit bulleur ici. On contrôle bien la surface du métal qu'on va considérer pour réduire le dioxyde de carbone. Notamment ici, on a travaillé majoritairement avec des électrodes d'or et d'argent. Je vous dirai juste pourquoi après. On contrôle bien nos potentiels parce qu'on dispose d'une électrode de référence. Alors, ce n'est pas une électrode qui travaille, ce n'est pas une électrode où le courant va passer. C'est juste une électrode qui permet de mesurer précisément les potentiels qui ont le travail à chacune des électrodes. Et puis également, on peut contrôler la température de tout ça. Donc, comme je vous ai dit que la température avait un impact sur les cinétiques électrochimiques, relativement grand d'ailleurs, là, on peut contrôler bien tout ce qui se passe. Donc, c'est un peu l'idée. Et puis, en plus de ça, rappelez-vous, c'est un système ouvert. Donc, les produits de la réaction, ils ne vont pas s'accumuler ici, ils vont partir dans un gaz, en fait, un gaz vecteur. Et donc, on va pouvoir caractériser par des méthodes d'analyse la fraction des produits de réduction, notamment l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Alors, pourquoi on a travaillé majoritairement avec l'électrode d'or et l'électrode d'argent ? Parce que par une étude bibliographique, c'est relativement connu depuis les années 70, peut-être voire avant, les électrodes d'or et d'argent sont très sélectifs pour la formation de monoxyde de carbone.
Sur d'autres métaux, on a en général un mix de différentes choses. Notamment, par exemple, sur le cuivre, on va se retrouver avec un mix d'hydrocarbures type méthane, éthane, mais également des traces de monoxyde de carbone. Sur des électrodes du type plomb, par exemple, on va se retrouver plutôt avec de l'acide formique. Donc, vous voyez, il y a déjà une sélectivité importante, enfin, pas une sélectivité, mais une variété importante de produits de réduction du dioxyde de carbone. Et l'idée de travailler avec l'électrode d'or ou d'argent, c'était vraiment de se focaliser sur la formation du monoxyde de carbone. Reste après toujours la réduction de l'eau, et ça reste une réaction parallèle qu'il va nous falloir maîtriser. Donc ensuite, l'idée pour finir là-dessus, c'était que du coup nos produits, principalement étant le monoxyde de carbone et l'hydrogène, on pouvait donc les caractériser par de la chromatographie en phase gaz, relativement simple de mise en œuvre, en analysant les gaz sortis de la cellule. Et puis quand même, par souci d'être exhaustif et quantitatif, on avait mis en œuvre des expériences sur des prélèvements en fait, d'échantillons liquides qui en fait consistaient à mesurer par électrophorèse capillaire le contenu en fait, de la solution en ion format ou ion méthanoate, qui est également un produit de réduction du dioxyde de carbone. Et donc l'idée, en fait, à partir de là, c'était de savoir pour un électron injecté en réduction à cette électrode de travail, comment cet électron, finalement, va être utilisé, soit pour former de l'hydrogène, soit pour former du monoxyde de carbone, soit pour former du format, mais je vais passer très vite là-dessus. En fait, c'était négligeable dans les conditions utilisées. Alors, quelque chose d'autre sur lequel je n'ai pas insisté, c'est l'électrolyte, là, jusqu'alors. Je vous ai parlé d'électrolyte aqueux, mais effectivement, là, ici, nous avons travaillé essentiellement avec l'électrolyte hydrogénocarbonate de potassium et également avec le perchlorate de sodium, qui sont des électrolytes, vous voyez, de pH relativement proche de la neutralité. Donc, pour donner des exemples de résultats obtenus, l'idée, c'était donc de mesurer pour chaque valeur de courant imposée à l'électrode de travail, avec forcément un potentiostat permettant de faire cela, c'est de mesurer en fait le flot ou le flux de gaz, de produits de la réaction, donc hydrogène et monoxyde de carbone, qui étaient produits en fait à un courant donné. À partir d'un flux mesuré, connaissant le débit du gaz vecteur, on peut calculer en fait une quantité de mol, qui s'apparente à un débit en fait, par unité de temps. Et puis, à partir de là, on peut même du coup recalculer ce qu'on appelle nous des densités de courant partielles associées à chacun des produits de la réaction. Donc là, ce qui est appelé courant ici, ce n'est pas quelque chose qui a été mesuré avec un outil électrique, on va dire, c'est vraiment issu d'une mesure de flux par une analyse chimique de chromatographie, d'accord, qu'on a multiplié par le courant total imposé. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que pour, par exemple, une électrode d'or, quand on va diminuer en fait, le potentiel, d'accord, donc là ici, c'est des expériences faites à courant imposé, mais je vais les décrire plutôt par rapport en fait, à l'axe de potentiel ici, qu'on a bien sûr également mesuré. Donc on va baisser, quand on va aller vers des potentiels de plus en plus négatifs ou de plus en plus cathodiques, vous voyez que le courant global, forcément, qui est la somme des deux ici, va augmenter. Mais vous voyez que d'abord, donc, on a le courant associé au monoxyde de carbone qui va augmenter beaucoup plus vite que le courant relié à la production d'hydrogène. Vous voyez qu'après, on arrive vers quelque chose qui tend à saturer, puis le courant d'hydrogène, lui, prend vraiment le dessus. Alors pour l'instant, occupez-vous surtout des marqueurs, des points, et pas des lignes, parce que les lignes, ce sera à discuter après. Vous voyez que si on représente ça donc en logarithme, on est, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on voit que par exemple pour l'hydrogène, on est linéaire avec le logarithme du courant, ce qui nous fait penser à quelque chose qui s'apparente à l'équation de Tafel. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Pour l'électrode d'argent, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez similaire d'un point de vue qualitatif, c'est ça qui est important ici, où quand on va diminuer le potentiel, on va avoir un courant cathodique de plus en plus élevé pour notamment la somme des deux ici, vous voyez, qui est le courant total en fait. Et puis le courant du monoxyde de carbone est relativement élevé au départ, mais vous voyez qu'après il va saturer, il va diminuer, tandis que le courant d'hydrogène, lui, va augmenter. Donc ça, c'est intéressant, c'est des données électrochimiques. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Parce que finalement,
ça peut être intéressant pour faire un design de cellules, mais on est quand même dans une cellule qui ne ressemble pas du tout à quelque chose de commercial. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment on peut le transposer? L'idée, à partir de là, c'était de faire ce qu'on appelle une analyse par modélisation des produits de distribution, en l'occurrence ici monoxyde de carbone et hydrogène, de manière en fait à sortir des paramètres intéressants qui pourront après être utilisés pour du design en fait, de cellules commerciales. Et j'en parlerai un petit peu après. Donc l'idée, en fait, c'était de partir avec un mécanisme de réduction du CO2 et puis de l'eau. Et pour ce faire, nous sommes encore une fois basés sur la littérature. Alors c'est là où, au début du cours, je vous ai dit, on ne va pas vraiment se baser sur des méthodes spectroscopiques, des choses comme ça. Là, on s'est basé sur la littérature pour savoir, en fait, avoir une connaissance sur les espèces, notamment intermédiaires, qui sont mises en jeu durant ces processus. Et en fait, il s'avère que le dioxyde de carbone est d'abord réduit avec une étape élémentaire qui est limitante cinétiquement pour former un radical anion, type CO2-. Ce radical anion, lui, dans une réaction qui est plus rapide, il va à nouveau subir une réduction et réagir avec une molécule d'eau pour arriver au produit CO final qu'on mesure par chromatographie gaz. Pour la réduction de l'eau, similaire, on a une réduction à un électron de la molécule d'eau pour former un radical H'. Ce radical, qui constitue également l'étape limitante cinétiquement, et puis ce radical H' va être réduit à nouveau pour arriver à l'hydrogène. Ça, c'était notre mécanisme entre guillemets de départ qu'on a issu d'une étude bibliographique, on va dire. Et puis bien sûr, dans notre modèle, on a couplé donc, toutes ces cinétiques élémentaires qui ont été décrites avec Butler-Volmer, l'équation que je vous ai montrée au début de l'exposé. Et on a introduit également toutes les réactions couplées acido-basiques qui sont mises en jeu. Ça doit rappeler des souvenirs pour ceux qui n'ont pas travaillé là-dessus depuis longtemps, mais des réactions entre le CO2 et l'eau pour former le bicarbonate ou l'hydrogénocarbonate. L'hydrogénocarbonate qui peut se redécomposer en un proton et puis l'ion carbonate, et puis bien sûr la dissociation de l'eau. Ces réactions couplées, on aurait pu également prendre des cinétiques chimiques cette fois pour les mettre en œuvre, enfin les prendre en compte dans le modèle. Il s'avère que ces réactions, quand on regarde encore une fois aussi des données de littérature, elles sont très très rapides. On peut même les considérer équilibrées, c'est-à-dire qu'elles sont tellement rapides qu'on peut considérer que leur constante de vitesse est infinie, comparée du coup à celle-ci ici. C'est ça qui est important. Si on travaillait qu'avec des réactions super rapides, on serait obligé de prendre en compte des cinétiques quand même. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a couplé tout ça dans un modèle mathématique. Le but ici, ce n'est pas de vous décrire en détail ce modèle, c'est vraiment de mettre des équations. Ici, vous voyez que c'est des équations algébriques, mais on a couplé ça avec du transport également dans une couche de diffusion à la vicinité de l'électrode. Et donc là, du coup, on est obligé de prendre en compte des équations différentielles, en l'occurrence ici, qui n'étaient pas aux dérivées partielles puisqu'on était stationnaire. Et puis, on arrive du coup avec un modèle qui va nous permettre d'analyser nos courbes. Alors, avant de revenir sur les courbes expérimentales que je vous ai présentées auparavant, on a commencé par se dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait si toutes les réactions, y compris ces réactions électrochimiques dont on le sait qu'elles ne sont pas infiniment rapides, qu'est-ce qui se passerait si tout ça c'était rapide? C'est ça qui est bien avec un modèle, c'est qu'on peut faire des espèces d'expériences de pensée où on va finalement rentrer des valeurs de paramètres et puis regarder comment le modèle se comporte. Et là, notamment, ça va nous prédire que si tout était très rapide, majoritairement, on ferait que de l'hydrogène. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces réactions. C'est des réactions qui finalement combinent des réactions électrochimiques et des réactions acido-basiques. Il y a différentes espèces mises en jeu. Mais dans le cas équilibré, le message principal, c'est on ne fait que de l'hydrogène. On peut effectivement, pour un potentiel donné, vous voyez qu'on pourrait faire des petites fractions de CO, mais typiquement, c'est très défavorable pour faire du CO, du monoxyde de carbone. Par contre, si maintenant on prend le cas réel et qu'on met des cinétiques électrochimiques finis pour la réduction du dioxygène et pour la réduction du dioxyde de carbone, excusez-moi, et la réduction de l'eau, et là vous voyez qu'on peut effectivement, en ajustant les constantes de vitesse des deux étapes cinétiquement limitantes, retrouver une bonne adéquation
entre les points qui sont en fait les points expérimentaux, hein, pour l'électrode d'or et d'argent, et eh bien, notre modèle qui est en trait, soit très continu ou soit très pointillé. Donc vous voyez que là, ici, le modèle permet ce genre d'analyse, et ce qui vient finalement conforter que le schéma réactionnel qu'on a considéré et qu'on surtout inspiré de la littérature est en relativement bon accord avec l'expérience. Donc ça valide d'un certain aspect le mécanisme. Et puis après, encore une fois, le modèle permet d'aller plus loin et de se dire, tiens, finalement, cette diminution du courant partiel dû au du monoxyde de carbone, quand on diminue en fait très fortement le potentiel, excusez-moi, quand on va très cathodique, ce courant a tendance à diminuer. Pourquoi ? Si on voulait essayer de comprendre pourquoi, là encore une fois, sans un modèle, ce n'est pas forcément très très simple. On peut postuler différentes choses. On peut se dire, tiens, c'est peut-être qu'on vient saturer l'électrode en espèces adsorbées. On a plusieurs hypothèses. Là, le modèle, en fait, il nous permet justement, par exemple, de dire, tiens, je vais uniquement maintenant mettre la réaction du dioxyde de carbone en CO et je vais complètement éteindre la réaction d'évolution d'hydrogène. Et dans ce cas-là, vous voyez que le modèle prédit une augmentation du courant de monoxyde de carbone qui ne fait que diminuer avec la diminution du potentiel. Donc en fait, le fait que le courant ici de CO atteint un maximum en valeur absolue est dû en fait à la réaction d'évolution d'hydrogène. D'accord ? Donc c'est complètement relié, puisque si on éteint cette réaction, on n'a plus de minimum. Et en fait, du coup, si on essaye de creuser un peu plus, alors encore une fois ici, je ne vais pas vous montrer tout le détail, mais en fait, c'est relié au fait que la réaction d'évolution d'hydrogène ici génère des ions hydroxydes. Ces ions hydroxydes, ils vont réagir en fait avec le dioxyde de carbone pour créer des ions bicarbonates. Et du coup, consommer finalement le réactif qui nous intéresse ici, qui est le dioxyde de carbone moléculaire. D'accord ? Donc je ne peux pas vraiment rentrer trop dans le détail ici, mais le modèle nous permet d'aller très loin dans l'analyse de la réactivité, quelle espèce réagit. On peut aller même plus loin en modifiant la pression partielle du dioxyde de carbone gazeux, et on peut vraiment vérifier que c'est l'espèce CO2 moléculaire qui est vraiment l'espèce active ici, ce que nous avons fait par ailleurs dans cette étude. Voilà, donc je suis obligé de couper un petit peu sur toutes ces explications ici. L'idée après, c'était de dire, voilà, fort de ces expériences qu'on appelle modèles, dans cette cellule vraiment de laboratoire, qui était faite sur mesure, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut tirer qu'est-ce qu'on peut en tirer pour designer un électrolyseur qui pourrait justement avoir vocation à être commercial, par exemple. C'est-à-dire qu'il pourrait être plutôt similaire à ce qu'on trouve pour l'électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons. Donc l'idée, c'était déjà par rapport à nos contraintes, c'était, forcément on s'est focalisé sur les cellules aqueuses, c'est-à-dire travailler à température proche de la température ambiante. Il y a aussi des électrolyseurs basés sur des céramiques à très haute température, ça j'en parle pas du tout ici, ce n'était pas dans le cahier des charges de départ. De travailler avec des électrodes à diffusion de gaz, basées en fait du coup sur quelque chose qui est très poreux et qui est composé de particules très divisées. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout ça, c'est dans le but de pouvoir augmenter la surface interfaciale entre les deux phases, entre la phase conductrice d'électrons d'une part, et puis la phase gaz et la phase électrolyte de l'autre part. Donc c'est vraiment d'augmenter l'interface électrochimique. Et puis également, les électrodes à diffusion de gaz permettent, de par leur porosité, de pouvoir amener le CO2 gazeux directement au plus proche de là où la réaction électrochimique va se produire. Donc c'est vraiment ce qui est utilisé couramment dans les piles à combustible. C'est vraiment les électrodes à diffusion de gaz qui vont permettre de maximiser en fait, l'apport aussi en réactif. Donc tout ça, c'est du transport. D'accord ? Et puis après, on va également utiliser comme milieu électrolytique plutôt une membrane, de manière à éviter également que les gaz se mélangent. Si le CO2 qu'on amène d'un côté et puis les produits bien sûr issus de cette réaction que sont le monoxyde de carbone et l'hydrogène se mélangent avec l'oxygène qu'on fait de l'autre côté, ça pose problème. D'accord ? Ça veut dire inefficacité faradique de la réaction.
Et donc du coup, là ici, on s'est focalisé sur une membrane échangeuse de protons. Enfin, on va le voir un peu plus par la suite. Et puis, bien sûr, on se focalise sur un catalyseur métallique. Jusqu'alors, je vous ai montré l'or et l'argent. La raison pour ça, c'était de maximiser en fait, la durabilité du système. Donc voilà, bien sûr, du coup, on a parlé de sélectivité auparavant, on s'est focalisé sur ces deux catalyseurs. Alors on est parti avec quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré au début de la présentation, où en fait on a effectivement cette membrane échangeuse d'ions ici, de protons. Donc typiquement, nous avons pris du naphion. Et puis on a nos électrodes à diffusion de gaz ici, de chaque côté cathodique, côté anodique. Et puis ici, les couches de catalyseurs. Notamment pour le côté cathodique, l'argent ou l'or. Pour le côté anodique, nous avions utilisé de l'oxyde de ruthénium. On aurait pu utiliser de l'oxyde d'iridium, des choses standards. Ce n'était pas l'objet de l'étude ici. Et puis, l'idée, c'est donc de réaliser des expériences à partir d'un design de ce type, beaucoup plus adapté à une utilisation à fort courant, etc. Donc les réactions attendues étant celles-ci, comme on a déjà dit auparavant. Et puis voilà, ce qui s'est produit, c'est que quand on mène cette réaction, on ne détecte que de l'hydrogène avec l'analyse par chromatographie gazeuse et pas du tout de CO. Donc là, c'est vraiment zéro, il n'y avait aucune trace de CO, c'est juste illustratif, c'est zéro. Donc typiquement, vous voyez qu'on a une efficacité, quand on compte en fait les molécules d'hydrogène dans le débit de gaz, et puis quand on compte les électrons injectés, en fait on est proche de 1, c'est-à-dire que on n'a fait que de l'hydrogène, à une barre d'erreur près. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire. A priori, dans les expériences que nous avions faites auparavant, on avait utilisé des électrolytes, si vous vous rappelez, qui étaient proches de la neutralité de pH. Eh bien, l'idée ici, c'est de se dire, effectivement, plus on va aller vers des conditions acides, plus les termes de concentration des protons vont être élevés par rapport à la concentration de dioxyde de carbone, et plus on va favoriser la formation d'hydrogène au profit du CO. Et donc, en fait, l'idée, c'est de modifier finalement le design de départ en introduisant ce qu'on appelle une couche tampon pour tamponner le pH, qui consiste en fait en une couche aqueuse de bicarbonate ou d'hydrogénocarbonate de potassium ici. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que ce qui se passe, si on décompose un peu ce qui se passe, on va toujours injecter du CO2 humidifié à la cathode ici. En fait, ce CO2 va pouvoir aller réagir donc, à la couche de catalyseur ici. Mais vous voyez que les protons, auparavant, qui arrivaient également directement à la couche de catalyseur pour finalement réagir également et former de l'eau à la fin, vous voyez qu'ils vont réagir également avec du CO2 moléculaire pour redonner, la réaction est là, pardon, vont réagir, avec le bicarbonate pour redonner du CO2 moléculaire. D'accord ? Donc finalement, cette réaction acide-base qui va se produire à l'interface ici va vraiment permettre de tamponner l'ensemble du milieu où se trouve la couche de catalyseur. Alors bon, il y a des limites à ce système, je vous en dirai un petit peu plus après, puisque là, ça reste un système de laboratoire dans le sens où c'est simplement une couche finalement de support, de fibre de verre imbibée avec cet électrolyte. Donc ça n'a pas forcément vocation à en faire une application commerciale. Mais l'idée, c'était de voir si on pouvait valider en fait, cette approche. Et dans ce cas-là, on se retrouve plus proche de notre cellule de laboratoire étudiée auparavant. Vous voyez qu'on peut faire, au départ, à peu près 80% des électrons vont servir à faire du monoxyde de carbone, seulement environ 10% d'hydrogène. On est content, du moins au départ. Vous voyez qu'après, on est moins content parce que vous voyez qu'au fur et à mesure, la sélectivité pour le CO a tendance à diminuer. Et ça, c'est un peu limitant. C'est un des problèmes qui demeure pour la réduction électrochimique du dioxyde de carbone. En termes de performance, je vous avais parlé de travailler dans des domaines de courant qui soient environ de 0,5 A par cm² jusqu'à 1 A par cm². C'est typiquement ce qu'on utilise pour l'électrolyse de l'eau ou pour les piles à combustible, ce qu'une pile à combustible peut délivrer. Et vous voyez qu'ici, on est dans des domaines de courant. Vous voyez, c'est encore des courbes similaires à ce que je vous ai présenté avant pour la cellule de laboratoire. Ici, on est dans des domaines de courant qui sont certes beaucoup plus élevés que pour la cellule de laboratoire, mais qui demeurent encore relativement faibles par rapport à notre, aux objectifs fixés par le cahier des charges
qui pourraient en faire quelque chose de commercial. Vous voyez qu'ici, on se retrouve à peu près à 60, 80 pour les potentiels très négatifs milliampères par centimètre carré. Donc on est à peu près un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Mais ça donne déjà une première validation de ce type de système. Alors, une autre chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'est que vous voyez, les potentiels sont très cathodiques. Vous voyez, il faut descendre à des potentiels relativement négatifs, parce que cette couche finalement cette couche tampon ici va rajouter également des pertes dues à la conductivité limitée, etc., à son épaisseur. Donc, il y a de l'ingénierie nécessaire là-dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais rapidement passer au deuxième point, notamment le point concernant plutôt les batteries lithium-ion. Alors, cette couche SEI, je passe un peu de manière brute là, ici, mais cette couche SEI, comme je vous ai dit, qui est due à la décomposition, encore une fois, du solvant, ou la réduction du solvant, qui est donc une réaction parasite du système, elle va avoir pour effet, finalement, de consommer une partie des électrons qui auraient dû être utilisés pour insérer du lithium dans l'électrode négative. Donc finalement, encore une fois, une partie des électrons a été utilisée pour faire autre chose que ce qu'ils auraient dû être destinés à faire. Et ça va se matérialiser si on regarde en fait les courbes potentielles stoichiométrie de chaque électrode. Ici, par exemple, l'électrode de graphite à la négative et l'électrode de fer phosphate à la positive. On va avoir un décalage d'une courbe par rapport à l'autre, vous voyez ici, qui est dû en fait aux électrons qui ont été consommés dans la formation de cette couche. Alors vous allez me dire, ce décalage, typiquement sur votre schéma, là, il est d'environ une dizaine de %. Dans des cellules commerciales, c'est même un petit peu moins que ça, on est à 6-7 %. Mais ça fait quand même déjà, vous voyez, la capacité globale qu'on va pouvoir obtenir de la cellule va déjà être amputée de ces 6-7 %. D'accord ? Donc c'est quand même déjà un petit problème. Mais le problème principal, c'est que cette couche, comme je vous ai dit auparavant au tout début, n'est pas complètement étanche. Il y a quand même des molécules de solvant qui vont pouvoir circuler à travers une petite porosité de cette couche. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que cet écart initial entre les deux courbes ne va cesser de croître au cours de la vie de la batterie. Et ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, ou du moins c'est un des problèmes principaux qui fait que la batterie va perdre de la capacité au cours du temps et va vieillir. Donc c'est considéré comme le problème principal de vieillissement des accumulateurs. Donc encore une fois, l'idée de l'approche ici, c'est de s'éloigner d'une batterie réelle, compliquée. Vous voyez qu'il y a des électrodes, encore une fois, poreuses, volumiques, où en fait on a un certain nombre de composés qui ont été mélangés, etc. Jean-Marie vous en a parlé en détail, et de travailler sur des électrodes planes. Donc là, on repart sur une cellule qui ne ressemble plus du tout à une batterie, où en fait on a une électrode plane sur laquelle on va former cette couche, et on va vraiment simplifier les choses, qu'on va faire en sorte que cette électrode plane ne fasse que cette réaction. On n'insère plus de lithium. Donc c'est plus du tout une batterie. On va former cette couche SEI, et puis ensuite, on va utiliser de l'électrochimie de manière à caractériser cette couche. Alors, on ne va pas encore aller dans des choses très compliquées avec des méthodes spectroscopiques de manière à caractériser toutes les espèces qui se trouvent dans la couche. Non, on ne va pas faire tout ça. On va juste essayer de mettre en œuvre des expériences simples pour caractériser notamment une propriété très importante de cette couche, à savoir, en quelque sorte, sa porosité. Comment elle va laisser passer les molécules de solvant et comment, du coup, la batterie va vieillir continuellement au cours de sa vie. Donc l'idée, c'est d'ajouter par exemple ici un couple redox. Alors là ici je l'ai appelé SH comme shuttle, mais enfin, c'est vraiment, peu importe le couple redox, il y a des critères importants, mais ici c'est de manière générale un couple redox qui est soluble dans l'électrolyte. Vous voyez que ce couple redox il va avoir une signature électrochimique sur l'électrode quand elle est toute neuve, mais une fois qu'on aura formé cette couche, l'électrochimie du couple va être modifiée à cause de la présence de la couche à l'électrode. Donc ça va être finalement une sonde redox qui va nous servir à caractériser ce qui se passe à travers de cette couche. Si cette couche elle est super parfaite,
c'est-à-dire qu'elle ne laisse aucun électron passer et aucune molécule, notamment de ce composé ici, passer à travers, on aura zéro courant. On ne pourra jamais faire travailler l'électrode, ce sera complètement étanche. Ben, en pratique, ce n'est pas le cas. Donc on voit ici de manière très illustrative que la signature électrochimique ici sur une électrode tournante, je ne l'ai pas précisé avant, mais cette électrode, on l'a fait tourner pour mieux contrôler le transport des espèces. Eh ben, vous voyez que la signature électrochimique en noir ici fait que quand on va diminuer le potentiel, on va réduire l'espèce oxydée en espèce réduite, donc SH+ en SH ici, et puis que plus on va former de SEI en préalable à la jonction de l'espèce, plus on va former d'SEI, eh bien, plus le courant associé à la réduction de l'espèce eh bien, va diminuer, jusqu'à se retrouver pour 2 heures de formation quasiment à zéro. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail ici. L'espèce que nous avons choisie pour les expériences, c'est le couple ferrocène-ferrocénium. C'est quelque chose qui est très connu en électrochimie analytique, moins utilisé dans les batteries, bon, quoique on pourrait l'utiliser pour des applications de protection de surcharge. Et l'idée, en fait, ici, c'est de, justement, comme je vous ai dit auparavant, d'abord de former une SEI, donc juste en polarisant l'électrode négativement à des potentiels très faibles pour dégrader le solvant et former la couche. Après, on ajoute le couple redox dans l'électrolyte et on va regarder comment l'électrochimie du couple redox est modifiée. Donc vous voyez que pour une SEI de 20 minutes, après 20 minutes de formation de la SEI à un potentiel donné, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'était une formation à... Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail faute de temps, mais en fait c'était à un courant fixé en fait. Eh bien, on a donc formé la SEI, on ajoute le couple redox, et puis vous voyez qu'on va pouvoir en fait après enregistrer à différentes vitesses de rotation de l'électrode, on va pouvoir enregistrer une signature électrochimique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'histoire des vitesses de rotation et tout ça, faute de temps, mais vous voyez qu'on peut encore une fois mettre en œuvre un modèle mathématique prenant en compte et la cinétique électrochimique du couple redox et le transport de matière et les conditions hydrodynamiques de rotation de l'électrode. Donc il y a pas mal de choses mélangées ici dans ce modèle. Et on va pouvoir reproduire quantitativement ce qui se passe au niveau de l'expérience. Et on va pouvoir faire ça pour cette expérience-là, mais également pour des expériences à temps de formation de SEI plus long. Donc supposez cette SEI est soit plus épaisse ou moins poreuse. D'accord ? Elle est plus parfaite, entre guillemets. Et dans ce cas-là, vous voyez que les courants, là, vous voyez, on était à moins 0,6 mA par cm², et là, on est 10 fois moins important après 40 minutes de formation. Encore une fois, le modèle relativement permet de représenter les choses relativement fidèlement comparé à ce qui se passe expérimentalement. Et puis, si on va vers 2 heures de formation, vous voyez que là, on a des courants encore plus faibles, qui sont très très faibles, et là, encore une fois, le modèle précise les choses, est en assez bon accord avec l'expérience. On a des petites irréversibilités ici, mais qui sont dues à d'autres effets que je ne vais pas commenter ici. Alors, je vais me permettre de passer ce transparent faute de temps, parce que c'était plus une anecdote qu'autre chose. Mais l'idée de toute cette étude, c'est d'ajuster. Vous voyez que les courbes que je vous ai présentées ici, qui étaient des simulations, ce n'est pas des choses que j'ai simulées comme ça avec uniquement des paramètres d'entrée de la littérature ou que sais-je. J'ai effectivement ajusté des paramètres et on a ajusté en fait 2 paramètres différents que sont une constante de vitesse en fait effective pour le couple redox qu'on a ajouté dans l'électrolyte et puis surtout, ce qui va nous intéresser, une porosité de film. D'accord ? Donc le film, ce que j'entends ici, c'est la SEI en question. Et vous voyez que plus on va avoir une SEI qui a été formée avec un temps long, plus la charge correspondante à cette SEI est élevée, et plus la porosité du film diminue. Vous voyez que c'est une échelle logarithmique, ça diminue fortement. Donc, pour terminer un peu sur cette partie, l'idée après de tout ça, une fois qu'on a déterminé ces porosités de film dans différentes conditions de formation de la SEI, d'accord, ça va être de se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre en œuvre tout ça dans un modèle en fait, de vieillissement qui permettrait finalement, vous voyez que dans ce modèle de vieillissement, on va mettre différentes choses, mais qui permettrait de reproduire le vieillissement au cours de la vie de la batterie. Donc là, on revient un petit peu sur l'échelle plutôt de la batterie commerciale, où en fait, on va mettre dedans le transport des molécules de solvant à travers cette SEI. Là, on repart sur le solvant, on n'est plus sur la molécule sonde que j'ai ajoutée pour mes tests avant.
on va mettre forcément la cinétique de réduction du solvant qui suit quelque chose qui ressemble un peu à Butler-Volmer de loin, je l'avoue. Et puis une croissance du coût de la SEI au cours du temps de la vie de la batterie. Et bien sûr, tout ça, c'est relié avec une SEI qui a un degré de porosité qui va finalement être en accord avec ce qu'on a mesuré auparavant par cette expérience modèle que je vous ai décrite. Et du coup, à partir de là, alors il y a d'autres étapes que je n'ai pas le temps de discuter dans le détail, mais on peut effectivement, là c'était au travers d'un projet sur des vieillissements de batteries commerciales de fer phosphate graphite, et ben on peut à partir d'un modèle mathématique de vieillissement, c'est comme si c'était une batterie numérique, si vous voulez, qui se trouve, c'est un programme informatique qui va simuler exactement la même chose, les mêmes phénomènes de dégradation que ce que la batterie réelle a subi au cours du temps. Et on s'est inspiré effectivement de tous ces modèles de porosité d'SEI que je vous ai présentés avant. Et puis on arrive de manière assez fidèle, je dois dire, à part des conditions drastiques de vieillissement, à reproduire en fait avec les lignes, c'est le modèle et les points sont ce qui a été mesuré sur différentes conditions de vieillissement. On arrive à reproduire ça de manière assez fidèle pour différentes conditions, que ce soit du stockage à différentes températures ou différents états de charge, du cyclage à courant constant, etc. Vous voyez que là, ici, pour les conditions les plus fortes, c'est quand même un peu délicat. Et puis, bien sûr, après, l'idée, c'est de se dire, on a reproduit ça, par exemple, pour un temps de vieillissement limité. Par exemple, là, ici, c'était 1 an dans le projet, parce que ça coûte cher, ça met en jeu du personnel, c'est quelque chose qu'on veut essayer de limiter en temps. Mais par contre, le modèle, si on peut valider cette étape sur 1 an de test, on peut se dire, voilà, si maintenant on fait tourner ce modèle qui est un programme informatique qui va tourner pendant quelques jours, pour prédire ce qui va se passer à des temps beaucoup plus longs que ce qu'on a étudié expérimentalement, on peut voir qu'on arrive à des temps, par exemple, jusqu'à une perte de 20% de capacité. C'est ce que les constructeurs automobiles utilisent généralement comme fin de vie, de première vie. On arrive à des temps de vieillissement, par exemple, si on stocke la batterie à 50% de charge, 25 degrés, elle peut durer 16 ans avant de perdre 20%. Par contre, si on la fait cycler à 1 heure de charge, 1 heure de décharge, à 25 degrés, vous voyez qu'au bout de 2 ans et demi, ça commence à être problématique. C'est des conditions relativement rudes déjà. Et puis bien sûr, après, on peut se dire, si on fabrique un profil qu'on n'a même pas testé expérimentalement, on se dit, tiens, on va prendre un profil type cyclage routier européen, et on va introduire ça dans notre modèle, on peut également prédire une durée de vie. Et là, avec un cyclage isotherme, on prédit 9 ans de durée de vie. Vous voyez, donc c'est un outil qui permet rapidement de pouvoir scruter différents scénarios également de roulage et de recharge, etc. au niveau routier, au niveau des applications pour véhicules électriques. Voilà. Là, ici, je n'aurai malheureusement pas le temps de passer sur ce dernier volet. C'était encore une fois plus anecdotique. Et je vais maintenant conclure du coup pour être dans le timing. En fait, j'ai essayé aujourd'hui de vous montrer que en électrochimie, que ce soit pour du stockage, de la conversion, etc., que ce soit des systèmes non aqueux ou aqueux, on était souvent confronté à ce problème de réaction parallèle. Je n'ai pas mis réaction parasite, j'ai mis réaction parallèle, parce que des fois, ça peut être des cas où c'est bénéfique pour nous. Et en fait, c'est relativement courant finalement. Et que l'idée, pour les caractériser et puis après pouvoir contrôler ce qu'on fait, c'est effectivement de mettre en œuvre ces expériences modèles relativement simplifiées qui permettent de caractériser un certain nombre de paramètres via une confrontation avec un modèle mathématique et puis après qui permet du coup d'agir sur des conditions opératoires par exemple comme la température, les densités de courant, les potentiels de travail, etc. pour minimiser en fait leur action si elles sont néfastes. Comme je vous ai dit auparavant, la SEI dans les batteries au lithium, c'est quelque chose qui est réellement le principal contributeur à la dégradation des batteries, notamment en tout cas dans la première phase de dégradation. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore très étudié actuellement, même si ça fait déjà 30 ans, 40 ans que c'est pointé du doigt et que ça a commencé à être caractérisé. Et puis pour finir sur la réduction du dioxyde de carbone, on s'était focalisé sur l'approche la plus traditionnelle. L'idée, c'était un peu une étude de faisabilité sur des
en utilisant une technologie qui est quasiment déjà existante, qui est la technologie de l'électrolyse à membrane échangeuse de protons, mais en s'écartant au niveau de la nature du catalyseur, de cette fameuse couche pour tamponner le pH que nous avons ajouté. Il y aurait plein de choses pour continuer à faire ce genre de travail. Effectivement, il y a un gros regain d'intérêt là-dessus. Et puis voilà, je pense que là-dessus, je vais conclure et vous remercier pour votre attention. Et puis, il y a des questions.